Entrepreneuriat communautaire, la construction de la première usine de transformation de tomates est lancée à Bobo-Dioulasso. C'est le président de la transition lui-même qui a procédé à la pose de la première pierre aujourd'hui. Le bâtiment sera érigé sur une superficie de près de 3 hectares avec un délai d'exécution de 6 mois. Ce 23 septembre, le monde célèbre la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Au Burkina, l'ONG Assistance internationale mère et enfants vole au secours des veuves et orphelins de Boulsin, une localité de la commune rurale de Tanguenda-Souri. Plus de 500 veuves et 160 orphelins ont bénéficié de vivres et de kits scolaires. Le premier Africain champion du monde d'athlétisme, Hugues Fabrice Zango, est rentré à Ouagadougou cet après-midi. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou par les autorités sportives et un public sorti pour lui rendre hommage. Bonsoir, merci de vous informer sur True TV. 3 mois après le lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire, le programme est en train de prendre forme. La première usine de transformation de tomates est attendue dans 6 mois dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'est le président de la transition lui-même qui a procédé ce samedi à la pose de la première pierre de cette usine au secteur 31 de la ville de Sia. Le bâtiment va coûter plus de 5 milliards de francs CFA et c'est grâce aux premières souscriptions que ce programme se concrétise. Chez Bruno Bado, Michael Touri. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce samedi sur le site de Bendegousso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates. D'une superficie de 3 hectares, cette usine s'inscrit dans le cadre du programme d'entrepreneuriat communautaire engagé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le président de la transition qui s'est exprimé à l'issue de la cérémonie, c'est un jour mémorable qui marque la concrétisation d'une vision développée par la transition. 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement donc dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire, les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora, parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Il faut avoir confiance, sinon 3 mois après, nous ne serons pas là pour poser la première pierre. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Voilà, ce sont des acteurs donc, de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit, donc, c'est pour la population et c'est fait par la population. Donc ils pourront suivre régulièrement l'utilisation de leurs fonds et tout ce qui va en découler. Vous pouvez être rassuré de cela. Il y a tous les mécanismes qui sont mis en place donc, pour ça. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, Karim Traoré, a soutenu que l'usine de transformation de tomates va engager plus de 5 milliards de francs CFA d'investissement. Elle permettra à terme de créer 100 emplois directs dans la région des Hauts-Bassins. Le programme d'entrepreneuriat communautaire, faut-il le rappeler, est un programme fondé sur un nouveau modèle économique dont le financement est assuré par vous et nous. Afin de participer à l'élan de relance économique à travers cette agence, le Burkina veut promouvoir la création d'entreprises communautaires dont le seul promoteur est le peuple burkinabé qui en sera le seul bénéficiaire également. L'activité de transformation de tomates va aboutir donc au produit fini qu'est le concentré de tomates qui sera commercialisé au Burkina Faso et dans d'autres pays. D'un coût prévisionnel d'investissement de 5 milliards, l'usine de Bobo-Dioulasso permettra la création d'au moins 100 emplois directs et 5 000 emplois indirects. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, cette pose de la première pierre 3 mois après le lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire est un signe de l'engouement de la population. C'est donc le lieu pour lui de remercier tous les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora et de les encourager à poursuivre les souscriptions. Le capitaine Ibrahim Traoré a rassuré les souscripteurs des mécanismes mis en place pour la transparence dans la collecte et la gestion des fonds qui seront récoltés.
Chaque 23 septembre, le monde célèbre la journée internationale de la veuve et de l'orphelin au Burkina. L'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants vole au secours des veuves et orphelins de Boulsin, un village situé dans la commune rurale de Tanguin d'Assouri dans le Kadiogo. 500 veuves et 160 orphelins ont bénéficié à cet effet de vivres et de kits scolaires. La cérémonie de remise est intervenue en présence de notre reporter Mamidriana Kamabou. C'est un lot de vivres et de kits scolaires qui a été distribué aux veuves et aux orphelins du village de Boulsin. Pour le vice-président de l'assistance internationale Mères et Enfants, Boukari Ouetraogo, 520 veuves et 160 orphelins bénéficient de ce don. Un don qui, selon lui, vient soulager les veuves et les orphelins de cette localité. Nous savons également que la plupart des veuves et des orphelins qui œuvrent à tout temps pour la scolarité de leurs enfants, également pour les rations alimentaires, n'est pas tout le temps, ils ne sont pas toujours à mesure de faire face à l'ensemble de toutes ces préoccupations. C'est ça qui a motivé beaucoup plus que l'association. Avec l'ensemble des membres, nous avons mis en place cette association. Un geste est salué à sa juste valeur par le chef du village et les bénéficiaires. Nous sommes heureux du fait qu'ils aient pensé aux nécessiteux. Les orphelins et les veuves vivent une situation difficile qui ne laisse personne indifférent. Nous sommes très heureux de recevoir ce don au nom des veuves et des orphelins. Nous remercions les donateurs et nous nous souhaitons que le meilleur aux veuves ainsi qu'aux orphelins qui sont les dirigeants de demain. On nous a donné du riz, des pâtes et désormais on aura assez à manger. Donc nous remercions beaucoup les donateurs d'avoir pensé à nous. Que Dieu les bénisse. Cette activité de remise de kits et de vivres entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Le thème retenu cette année est « Les veuves et les orphelins face aux défis sécuritaires, agissons ensemble ». Un thème interpellateur selon Isaka Pamtam, directeur régional du Centre de la solidarité et de l'action humanitaire. Et donc, si on dit d'agir ensemble, comme vous le savez, dans notre contexte, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont affectées à travers, donc, j'allais dire, les incidents sécuritaires qui ont vraiment fait des victimes. J'allais parler donc des gens qui sont décédés, qui sont laissés des veuves et des orphelins, à qui donc nous devons vraiment apporter notre solidarité. La situation de la veuve et de l'orphelin n'est guère reluisante avec la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso. Le vice-président de l'association lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à soutenir cette action de solidarité. Nous allons profiter de votre micro pour lancer un cri de cœur, parce que tout ce que nous faisons, il faut dire que ça vient beaucoup plus des membres de l'association. Nous avons un accompagnement qui vient de la plupart des structures de l'État, mais ce que nous voulons surtout, c'est un accompagnement parce que tout ce que vous voyez, et quand nous allons rentrer dans les détails, il y en a qui vont penser que souvent c'est un accompagnement qui vient de l'extérieur, mais c'est beaucoup plus endogène. En plus des kits scolaires et de vivres, l'assistance internationale Mères et Enfants a offert un repas communautaire aux habitants du village de Boulsin, une localité de la commune rurale de Tanguin d'Assouri. La date du 21 septembre, elle a été consacrée à la célébration de la Journée internationale de la paix. Cette journée a été célébrée au Burkina Faso en différé ce 22 septembre par l'ONG PAX, une ONG présente au Burkina depuis 2021 et qui mène des activités en faveur de la paix dans plusieurs régions du pays. À l'occasion donc de cette commémoration, les acteurs se sont réunis à Ouagadougou pour dresser le bilan des activités menées dans les régions d'intervention. Même si les résultats sont satisfaisants, beaucoup reste à faire pour consolider la paix au pays des hommes intègres. Abdou Gamien. Depuis son implantation au Burkina Faso en 2021, l'ONG PAX œuvre pour la consolidation de la paix principalement dans les régions du centre, de l'Est, du Nord et du Sahel.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix ce 22 septembre, les acteurs passent en revue les actions menées dans les régions d'intervention. Au cours de cette rencontre, des témoignages ont été faits sur l'impact des interventions de l'ONG PAX et ses partenaires. Marcel Tendano, responsable cohésion sociale de l'OCADES FADA, explique que les résultats sont palpables sur le terrain. Au niveau de notre région, nous menons des activités de cohésion sociale, comme je le disais. Tout ça, c'est pour en venir à la paix. Nous travaillons avec les leaders coutumiers, les leaders religieux, les jeunes et les femmes. Tout ça, on fait des sensibilisations pour que les gens puissent comprendre l'importance de la paix, pour nous éviter les crises qu'on vit actuellement. Bon, la situation au niveau de l'Est, ça va, parce qu'avec nous, ce que nous menons comme activité, formation, sensibilisation, je pense que les gens commencent à se comprendre. Que ce soit au niveau des ethnies, que ce soit au niveau des religions, les gens commencent à se comprendre. En dépit de ces résultats, beaucoup reste à faire pour consolider la paix au pays des hommes intègres. C'est pourquoi l'ONG, à travers son directeur pays Roger Minungu, a saisi cette occasion pour lancer un appel invitant tous les acteurs à cultiver les valeurs de paix. Le message, c'est de dire que la paix est possible et nous devons y travailler. Que chacun, à son niveau, y contribue, apporte sa pierre pour l'édification de la maison commune, pour que règne la paix, pour qu'advienne la paix. Cela est un grand défi lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays et autour de notre pays, dans notre région sahélienne. C'est pour cela que nous pensons et appelons de tous nos voeux que les armes se taisent, que les rancœurs aussi se taisent et que nous puissions nous retrouver, nous dialoguer ensemble et faire en sorte que chacun puisse apporter sa contribution pour le règne de la paix dans notre pays. La commémoration de la Journée internationale de la paix coïncide avec le 75e anniversaire de l'ONG PAX. Notons que PAX est une ONG néerlandaise qui milite pour la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle est présente dans plusieurs pays du monde et au Burkina Faso depuis 2021. Merci beaucoup. Suite à une lettre ouverte adressée au capitaine Ibrahim Traoré sur la non-prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans la mise en œuvre des projets et programmes de la transition, nous nous sommes entretenus avec le président de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants pour comprendre davantage cette préoccupation. Souleymane Ouedraogo insiste sur l'apport des personnes vivant avec un handicap dans la mise en œuvre des projets et programmes de la transition. Vous l'entendrez dans ce reportage que nous propose Sanata Siri. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, des organisations de personnes vivant avec un handicap ont émis le souhait de voir les besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap intégrés dans la déclaration politique du Burkina Faso au sommet mondial sur les objectifs durables de développement, ODD. Une lettre suite à laquelle nous nous sommes entretenus avec le président de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABPAM, sur la prise en compte proprement dite des personnes vivant avec un handicap dans la mise en œuvre des projets et programmes de la transition. Pour Souleymane Ouedraogo, cette couche de la population qui représente à plus de 2 millions de la population devrait également être prise en compte dans les projets de développement. L'exemple illustratif de l'APEC, par exemple, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Alors, ces projets qui sont de nature à mobiliser un grand public autour des objectifs ne devraient pas laisser les personnes handicapées à la marge. Parce qu'il faut dire que nous sommes aussi une composante importante de cette population. Déjà, il y a des signaux qui nous laissent percevoir que cela est en train de se faire parce que nous sommes des personnes handicapées déjà, nous sommes à l'Assemblée législative de transition au nom des personnes handicapées et nous défendons comme on peut la cause. Il faudrait maintenant qu'au niveau des autres composantes, le travail soit fait dans le sens du plaidoyer pour faire connaître aussi le problème des personnes handicapées.
Souleymane Ouedraogo reste donc convaincu que les personnes vivant avec un handicap peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre des différents projets de développement entrepris par les autorités de la transition. Qui est aussi une des responsabilités des organisations de personnes handicapées, faire connaître leurs problèmes aux autorités de la transition et faire le plaidoyer pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins spécifiques dans les différents projets, parce que en amont, il n'est pas évident que ceux qui mettent en œuvre ces genres de projets connaissent les réels problèmes des personnes handicapées. Ce n'est pas évident qu'ils arrivent à mesurer et à maîtriser tout le contour des besoins des personnes handicapées. Au président de l'UNABEPAM d'inviter par ailleurs les organisations de personnes vivant avec un handicap à œuvrer à ce que les besoins spécifiques de cette frange de la société dans les différents projets soient connus par les autorités. Composante, nous avons pas mal de personnes qui ont des compétences multiformes. Nous avons des enseignants, des juristes, nous avons des entrepreneurs, des fonctionnaires simples. Et je pense que toute cette expertise mise ensemble peut aider vraiment la transition à réussir un certain nombre de défis de développement, mais aussi un certain nombre de défis de choses de résilience en matière sécuritaire et autres. Je ne me surprends pas, mais même pendant l'enrôlement des VDP, il y a eu des personnes handicapées qui sont allées se faire enrôler. Du reste, le président de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants a salué les acquis engrangés par la transition burkinabè et appelle l'ensemble des Burkinabés à se mobiliser davantage pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Nous poursuivons ce 20h avec la 10e promotion de l'Université de la Jeunesse qui a refermé ses portes ce vendredi à Ouagadougou. Elle s'est refermée sur une conférence publique sur l'apport de la culture face à la crise sécuritaire et humanitaire. Free Afrique, à travers une quarantaine de formateurs, a outillé les jeunes leaders du pays afin de relever les défis qui se posent à eux. C'est un reportage signé Diasibo Boba, commenté par Michael Tougri. La culture comme un moyen de développement ou une solution de sortie de crise, c'est sur cette communication que l'Université de la Jeunesse de l'Institut Free Afrique a refermé ses portes ce vendredi. Au cours de cette conférence publique caractérisée par la présence de nombreux acteurs de la culture, l'économiste Rassabga Ouedraogo a échangé à bâton rompu avec la 10e promotion de l'Université de la Jeunesse. Pour ce dernier, la culture devrait permettre à la nation de surmonter les crises sociopolitiques. La culture, c'est de l'intelligence produite, ce sont des idées. Donc la culture permet de comprendre la crise, d'avoir une compréhension plus circulaire, plus complète de cette crise. Et deuxièmement, la culture, ça tisse des liens. Et donc, à partir de la nourriture culturelle, on peut permettre à la communauté de se ressouder. La culture pour nous permettre de créer des instances de délibération collective. Comment on va se parler entre nous, en toute franchise, pour pouvoir mieux nous comprendre, pour pouvoir créer un consensus pour faire face à l'ennemi. Ça, c'est indispensable. Parce que ce n'est pas en rang dispensé qu'on peut faire cela. Donc, en somme, sous certaines conditions et avec une conception très ample de la culture envisagée comme étant un moyen de créer de la nation, de ressouder la nation, c'était ce que Sankara pensait. Si on envisage de cette manière, nous pensons que la culture peut être une des réponses importantes. Ça ne veut pas dire qu'elle va résoudre tous les problèmes, mais ça veut dire qu'à côté des armes, au plan militaire, à côté de l'économie, à côté de la politique, la culture peut jouer un rôle décisif. Aussi, et je crois que ça c'est décisif, nous sommes dans un moment où notre société est fracturée, notre société est divisée, notre société est fragmentée. Et la culture est un formidable moyen pour, dans une posture culturelle, essayer de rassembler la nation. Une autre facette de l'apport de la culture a été également évoquée par le conférencier Gaston Kaboré. Le cinéaste interpelle donc tout un chacun à œuvrer pour un changement. Et selon lui, le développement est une question de responsabilité personnelle. La culture n'est pas une chose qui existe, qu'on va attraper. Elle est en perpétuelle mutation. Et personne ne peut nous aider à nous en sortir, sauf nous-mêmes, par la production de sens, par nos choix à la fois personnels, individuels et collectifs, où nous savons que si nous ne faisons rien, nous courons à la catastrophe. Et par conséquent, je me dis qu'il faut déjà qu'on apprenne à être nous-mêmes des acteurs, des artisans du changement que nous souhaitons avoir.
Il n'y a pas d'autre solution. C'est donc en adéquation avec ces principes que l'Université de la jeunesse a formé en 10 promotions plus de 300 jeunes. Tous ces jeunes ont été outillés afin de relever les défis qui se posent à eux dans un monde en perpétuelle évolution. À présent, allons accueillir le champion du monde en triple saut à l'aéroport international de Ouagadougou. Après son sacre récemment lors du championnat du monde d'athlétisme à Budapest et la deuxième place à la Diamond League en Chine, Fabrice Zango a regagné le bercail cet après-midi même avec ses 2 médailles d'or et d'argent. Il a été accueilli en héros. Assami Touré était à l'aéroport international de Ouagadougou. Suivons ensemble. Le premier Africain champion du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango, avec sa médaille d'or au cou, est arrivé à Ouagadougou ce samedi aux environs de 15h temps universel. Accueilli par le secrétaire général du ministère en charge des sports et des membres de la Fédération burkinabé d'athlétisme, les premiers mots du champion vont à l'endroit du président de la Fédération burkinabé d'athlétisme décédé, Frédéric Sidbé. Ensuite, il exprime sa joie d'avoir pu honorer le Burkina Faso. Je suis très content et très fier d'avoir pu réaliser une performance qui m'a valu une médaille d'or des championnats du monde. Vous savez, on peut être très performant et ne jamais gagner. Il y a énormément de personnes qui ratent pour un rien un championnat du monde. Et pour gagner un championnat du monde, il faut cocher énormément de cases. Il faut être en bonne santé déjà, il faut être bien mentalement et il faut être prêt à un moment donné. Il ne faut pas être prêt 5 minutes avant, il ne faut pas être prêt 5 minutes après. Sinon, c'est foutu. Il faut vraiment prendre le moment, le quart d'heure de gloire, comme on le dit. De la médaille de bronze à Doha en 2019, la médaille d'argent en 2022 à Égène, Zango est passé par toutes les étapes, vécu toutes les émotions avant d'atteindre son moment de gloire en 2023 à Budapest, où il arrive à décrocher la médaille la plus prestigieuse et la plus convoitée. Il invite donc la jeunesse à croire en elle et à travailler durement parce que les rêves sont réalisables. Franchement, je suis extrêmement content de pouvoir finalement vous montrer que le projet et le rêve que j'ambitionnais ou que je portais depuis 2019 est devenu réalité. On est passé par plusieurs chemins. On n'a pas pris de raccourcis. J'ai commencé par le bronze. Bon, j'ai commencé par un rien d'abord. Mais voilà, j'ai commencé par le bronze, l'argent et maintenant l'or. C'est montrer qu'il y a une progression dans les couleurs de médailles, dans la régularité aussi de performance au très haut niveau. Et ça, je pense qu'on doit vraiment se réjouir d'être aussi compétitif depuis 4-5 ans sur la scène internationale. Alors c'est aussi une invite forcément à la jeunesse qui se bat en ce moment justement contre des difficultés inimaginables, j'imagine. Et je pense que c'est une invite pour leur dire que c'est possible en fait de rêver grand. Si par exemple aujourd'hui je vais au stade du 4 août et qu'un jeune ne rêve pas d'une médaille olympique, en fait repars chez toi, tout simplement. Zango, pour avoir porté haut le drapeau burkinabé au plus haut sommet, a reçu les honneurs grâce à un public sorti massivement à l'aéroport. Pour les autorités ministérielles, il était plus qu'important de lui réserver un accueil chaleureux. Nous sommes là ce soir pour accueillir notre fierté nationale, notre champion du monde, Hugues Fabrice Zango. Et ce, au nom de Monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubacar Samadougou. C'est au regard donc d'une contrainte de calendrier qu'il m'a chargé de former une délégation, une forte délégation composée donc des membres donc, du ministère des Sports, des leaders donc, du monde sportif pour en tout cas accueillir solennellement notre champion du monde. Donc au nom de Monsieur le ministre et au nom donc, des plus hautes autorités donc, du pays, nous lui disons la bienvenue, nous lui disons bravo parce qu'il a posé un acte historique, il a engagé des résultats historiques pour notre pays qui est effectivement d'être champion du monde en athlétisme. Après l'aéroport, le champion du monde d'athlétisme et vice-champion à la Diamond League 2023 a fait une parade dans les artères de la ville de Ouagadougou avant de rejoindre son hôtel. Une série d'activités est prévue également lors de son séjour à Ouagadougou. Actualité hors de chez nous, les autorités nigériennes s'en prennent au chef de l'ONU. Dans un communiqué lu à la télévision publique hier, le CNSP dénonce des agissements d'Antonio Guterres. Il l'accuse de saper tout effort de sortie de crise au Niger.
Le Niger accuse Antonio Guterres d'avoir empêché la participation de ses délégués à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour Niamey, le patron de l'ONU a plutôt accédé à la demande de l'ex-ministre des Affaires étrangères, actuellement poursuivi pour complot et atteinte à la sûreté de l'État. Avec la complicité de la France et des deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Niger avait choisi d'envoyer son nouveau ministre des Affaires étrangères. Pour les autorités, ces agissements du secrétaire général de l'ONU sont susceptibles de saper tout effort de sortie de crise. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. De son côté, le porte-parole d'Antonio Guterres a rejeté les explications avancées par le Niger, affirmant que cette décision émane de la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale et non du secrétaire général unilatéralement. On termine avec des nouvelles de la Libye. Les autorités veulent reconstruire l'est de leur pays. Elles annoncent à cet effet une conférence qui devrait réunir les bailleurs de fonds et permettre de présenter des projets modernes et rapides pour rebâtir les villes sinistrées dans cette partie du pays suivant. Après une manifestation des habitants de Derna, les autorités de l'Est ont tenté d'apaiser les tensions en annonçant la tenue le 10 octobre prochain d'une conférence internationale pour la reconstruction de cette ville dévastée par des inondations meurtrières. Elle devrait présenter ce jour des projets modernes et rapides pour rebâtir la ville sinistrée et d'autres villes de l'Est. Les gens sont en colère, les gens souffrent, nous souffrons aussi. Nous faisons partie du peuple, nous ne leur sommes pas étrangers, donc nous ressentons ce qu'ils ressentent. Personnellement, j'ai perdu plus de 20 membres de ma famille dans cette situation. Vous devez écouter très attentivement la colère du peuple. Leur voix atteint et émue toutes les institutions du pouvoir et les hommes politiques en Libye. Cela conduira à une enquête sur tout ce qui s'est passé, sur ceux qui sont responsables. La participation d'autres pays à une telle conférence reste la véritable inconnue dans cette équation, car pour de nombreux pays, le gouvernement de l'Est n'est pas internationalement reconnu. Les pays donateurs vont-ils vraiment venir ou attendront-ils une conférence convoquée par Béba, ou y aura-t-il deux conférences comme s'il y avait deux gouvernements? Mais cette polarisation politique a nui aux Libyens. Les autorités de l'Est ont été accusées d'imposer un blackout à Derna après que les réseaux téléphoniques et Internet ont été coupés mardi soir durant 24 heures et des journalistes priés de quitter la ville au lendemain d'une manifestation. Ce journal prend fin ici. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.